Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast d'ici Paris-Île-de-France. Enfin, l'un des podcasts de notre radio, puisqu'on le rappelle. Il y a aussi le mag de la copine Pia Clément. Mais bon, voilà, aujourd'hui, c'est La Tribune. C'est l'épisode 47 en audio, en vidéo. Et tiens, vous savez que j'aime voyager, alors je vous propose un truc. Mettez-nous d'où vous nous regardez. Voilà, quand vous nous regardez en vidéo, j'ai envie de savoir. Faites-moi un peu voyager. Et vous le savez, les amis, on est à 12 dodos d'une finale de Ligue des Champions et à 5 d'une finale de Coupe de France, mais c'est quand même important. Et d'ailleurs, en parlant de la Ligue des Champions, je suis un peu comme les 18 000 qui ont décroché leur sésame, leur billet. J'ai reçu ma confirmation d'accréditation. Pam, pam, palam, palam, pam, pam. Qui va du côté de Munich. C'est Bibi, j'ai reçu la confirmation, je suis content. Et là, depuis, j'ai un espèce de sourire béat depuis samedi. Je suis un peu comme ça. Je suis heureux. Désormais, on va vous faire vivre ça, bien évidemment, sur l'antenne d'ici Paris-Île-de-France. Matinale spéciale dès le vendredi. Le samedi aussi, on va suivre la cohorte de supporters. Parce que là, c'est pas 18 000. Mais moi, j'ai plein de potes, je sais pas vous, copains et copines, qui me disent j'y vais quand même. Je sais pas ce qu'ils vont faire, mais ils vont quand même là-bas. Ils vont à la fan zone du côté de Munich. Je m'en fous, j'ai pas de place, mais j'y vais quand même. C'est un peu ce qui est passé. Puis je sais pas aussi si ça vous arrive, mais il m'arrive, il faut que je vous le raconte. C'est vrai de vrai. Je vous jure que c'est vrai. On est lundi. Moi, la Ligue des Champions, c'est en train de me prendre la tête. Cette nuit, j'ai rêvé de la finale. J'ai vraiment rêvé de la finale. Je vous dis pas le score, mais ça se passait très très bien pour le Paris Saint-Germain. Franchement, tout allait bien. Par contre, moi, professionnellement, c'était l'enfer total. J'avais des problèmes de matériel. J'étais dans la sauce. Vraiment, si je pouvais avoir le même score dont j'ai rêvé et à côté ne pas avoir les problèmes techniques, je prends. Mais quand même, je me suis réveillé à 6 heures du matin en train de me dire tu viens de te faire un rêve sur la finale de Ligue des Champions. Bref, passons, pardon, mais ça m'est vraiment arrivé. Les amis, ici c'est Paris. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de cette tribune, le PSG qui s'impose pour la dernière de la saison à domicile, 3-1 contre Auxerre, DJ, fête, flonflon et un j'aime pas de la saison du Paris Saint-Germain en Ligue 1 que nous allons vous dévoiler bien évidemment dans cette émission. Il reste 2 finales au Paris Saint-Germain à jouer, 2 matchs avec un 11 de départ qui se dessine. Voilà, ça semble en tout cas à peu près se préciser dans la tête de Luis Enrique. Pourtant, on a l'impression surtout qu'il reste une place à prendre. Vous êtes plutôt Barcolin ou plutôt Doué comme 11e joueur pour le 11 de Luis Enrique? On va poser la question aux copains de la tribune, bien évidemment. Samedi, le PSG affronte Reims en finale de la Coupe de France. Est-ce que c'est une finale trop déséquilibrée? La question est quand même posée avec des champenois et non pas des championnats, des champenois qui jouent dans le même temps les barrages de L1 et L2. Bah oui, parce que la fédération et la ligue, c'est pas comme s'ils nous avaient posé le barrage le même jour que la finale. Voilà, il a fallu quand même décaler le calendrier pour cette pauvre équipe de Reims. Enfin, la finale de la Ligue des Champions en cas de victoire. Est-ce que vous êtes pour ou contre un défilé sur les Champs-Élysées le dimanche, si jamais, bien évidemment, le Paris Saint-Germain remporte le trophée? Allez, de ça et de bien d'autres choses, on en parle dans 100% PSG La Tribune. C'est parti. 100% PSG, la tribune. Qui compose l'équipe du jour? Marc Méchénois, journaliste indépendant, insider Paris Saint-Germain et Mercato. Salut Marc. Salut Bruno. Bienvenue. Un prophète. Un Je vais prophète. t'appeler un prophète. Pourquoi un prophète? Parce que Jacques Audiard d'ailleurs cherche pour son deuxième film. D'accord. Donc je vais te proposer Tu pour vas le me casting. proposer Ouais. parce que tu penses que j'ai vu dans la boule de cristal. On va le savoir. On va le savoir dans 12 dodo. Je me suis réveillé quand même en transpirant et en me disant mais tu viens de rêver la finale avec du champion et on est à 12 dodo. Donc je me dis que ça va être un peu long avant d'y arriver, bien évidemment. Faut se détendre. Hein. Oui, c'est ça, faut se détendre. Monsieur Salomon, faut prendre de la camomille. Alex Aflalo, Yatik et Tac aujourd'hui. Alex Aflalo, l'homme qui a signé le très beau portrait dans l'équipe mag du week-end de Amine Mathieu, le streamer. C'était ce samedi. Bravo et félicitations, mon Alex. Ça fait plaisir. Voilà, et en tout cas, tu es le bienvenu dans la tribune. C'est toujours un plaisir d'être là. Tu sais que Bruno, moi aussi, cette nuit, j'ai fait un rêve sur la finale de la Ligue des Champions. Il m'a fait des grands signes. Non, mais en fait, quand j'ai fait les titres. j'étais en train de penser à ça. Je me suis dit, putain, c'est quand même... En fait, parenthèse, pardon. Tu sais, moi, la plupart des rêves, je m'en souviens pas. Là, je me suis réveillé, mais un rêve vivide, quoi. Vraiment, genre le truc, je m'en souvenais, mais dans les moindres détails.
détails. Alors, j'ai pas rêvé du match en lui-même, j'ai rêvé de l'avant-match. Je vous raconterai si vous voulez après l'émission. Mais en gros, ça s'est fini, je tuais quelqu'un. Voilà. Ah non, Non, mais On y va ensemble, du coup. c'est une course-poursuite ça fout mal, un peu haletante. Bon, bref. Donc voilà. Et donc, oui, ça commence un peu à me ronger de l'intérieur aussi. Voilà. Information très importante, Marc Méchénois est donc le compagnon de Ouais, voyage. on est à côté dans la tribune, on va être ensemble. Voilà, donc ça va être. Ça va être très intéressant. Et il y a un autre homme qui est avec nous aujourd'hui, l'homme du foot pour Stade 2 et tout le sport sur France Télévisions et sur France 2, France 3. Il a interviewé ce week-end. Et oui, parce que certains ont le droit d'interviewer des joueurs. Achraf Hakimi, c'est Arnaud Matteoli. Salut Arnaud. Salut Bruno. Bienvenue. Il est en train de se dire, je suis quand même avec des bons zinzins. Il bah, vient non, pas là, souvent notre au bon Arnaud. endroit. Mais là, il s'est dit, non mais attends, ils ont rêvé tous de cette finale. Les amis, bienvenue donc dans cette tribune et on va attaquer par un j'aime pas de la saison. On va pas revenir sur le match d'Auxerre en lui-même, mais on va ouvrir sur la saison de Ligue 1. On rappelle que le Paris Saint-Germain est donc champion de France, ça on le savait depuis un petit moment, le 13e titre, on l'a fêté avec le DJ, avec la cantatrice, bref c'était avec des danseurs aussi, t'avais l'impression d'être dans un Super Bowl, c'était un peu ça quand même. Du côté du Paris Saint-Germain, on rappelle qu'on a fini avec plus de 19 points d'avance sur l'Olympique de Marseille, avec une attaque de feu, plus de 90 buts. Du côté du Paris Saint-Germain, 35 buts à peine encaissés. Bref, ça s'est plutôt bien passé. Et j'ai envie de vous entendre sur la saison de Ligue 1 du Paris Saint-Germain, mais en globalité aussi, d'avoir un petit peu votre ressenti. Ça sera avec, pour commencer, Marc, ton j'aime, s'il te plaît, autour de cette saison de Ligue 1 du PSG. Alors moi, je voudrais revenir sur quelque chose qu'on a dit il y a quelques émissions et quelque chose qui m'avait toujours frappé sur les 3-4 dernières années, c'est que j'avais le sentiment que l'ensemble des joueurs du Paris Saint-Germain, beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain venaient dans cette équipe et ne progressaient plus. Une fois arrivé à Paris, il y avait une stagnation et il y a eu un basculement cette saison où en fait la dynamique de progression elle est repartie de plus belle et en fait on peut clairement dire qu'il y a 12 à 14 joueurs qui ont vraiment progressé cette saison. Il y en a certains qui stagnent un petit peu, je trouve. Mais voilà, la première saison de Pacho est incroyable. Hakimi, c'est chaque année un peu plus fort, mais cette saison, il a pris un relief extraordinaire. Et évidemment, il y a Ousmane Dembélé. En fait, on pourrait mettre tout ce 11 de départ qu'il y avait face à Auxerre dans ce lot de joueurs qui ont progressé. Et moi, ça m'enthousiasme à mort. C'est vrai qu'on a vu cette saison des joueurs passer un step, Alexandre, vraiment cette équipe, ouais, des joueurs ont vraiment grandi. Bah ouais, c'est clair. Fabien Ruiz. Bah, Ouais. en fait, je pense que c'est plutôt des joueurs. Enfin, en fait, le PSG, je pense, n'a pas été pendant plusieurs années une équipe dans laquelle on pouvait exprimer son plein potentiel. Ça a toujours été une équipe peut-être qui brimait un petit peu les joueurs parce qu'on favorisait tel profil, on favorisait tel joueur, on favorisait telle animation. Et là, en fait, ce qui est un truc qui est hyper plaisant dans cette saison au global, alors en Ligue 1, mais pas seulement, mais c'est qu'en fait, le collectif a été remis au centre de tout. Et en fait, quand tu favorises le collectif, tu permets à chaque individualité de s'exprimer pleinement. Et c'est ce qu'on a vu en fait cette saison. C'est-à-dire que chaque joueur a eu le loisir à un moment ou à un autre de s'exprimer dans les conditions qui lui étaient les plus favorables. C'est vrai que moi, j'ai du mal enfin, il y a aucun joueur qui me vient comme ça qui a pas fait au moins un très bon match cette saison. Oui. Et donc en fait tout le monde a pu un peu briller, même ceux qui brillent pas beaucoup, ils ont tous pu un peu briller. Et donc voilà, c'est en tout cas, enfin c'est tout le contexte qui a été mis en place par Luis Enrique cette saison a permis tout ça. Même Seni Mayoulou, alors c'est pas même, mais ce que je veux dire par là, on a eu une conférence de presse et Luis Enrique nous a dit en conférence de presse, bah regardez, même un garçon comme voilà Seni Mayoulou, fin de saison, bah, il pousse encore très fort, il est en train de grandir et il peut bousculer des hiérarchies en faisant des gros matchs, comme par exemple à Montpellier la semaine dernière. Vraie bonne saison de Seny Mayoulou. Sur les quelques minutes qu'il a eu à jouer, moi j'ai toujours trouvé très convaincant. À chaque fois qu'il a été titulaire, il a très bien joué. Et on l'a déjà dit plusieurs fois dans cette émission, moi j'ai vraiment hâte de le voir prendre un peu plus de place dans cet effectif parce que c'est un vrai bon joueur de foot. J'ai quand même bien l'impression que Luis Enrique va lui en faire de la place et il lui en fait de plus en plus. Arnaud, avec toi, ton j'aime s'il te plaît. Ah, mon j'aime, c'est Luis Enrique, c'est l'entraîneur. C'est bien, ça
rebondit sur avec ce que vient de C'est dire. l'entraîneur espagnol. Je trouve qu'il a vraiment progressé dans tous les domaines. À la fois, il était très critiqué en septembre, octobre, novembre. Il a su faire taire ces critiques-là, faire évoluer, faire comprendre son jeu aux supporters. Il a toujours gardé ce lien avec les ultras. Il a énormément progressé dans sa communication, notamment en français. En fait, je trouve que c'est la seule et unique star de ce Paris Saint-Germain. C'est ce gourou, cet entraîneur qui en fait aujourd'hui l'unanimité, alors qu'il a été critiqué. Il en joue. Alors avec les médias, il n'est pas toujours simple, hein. Avec nous, c'est pas forcément le candidat idéal, mais je trouve que cet entraîneur aujourd'hui a vraiment passé un cap. J'aime beaucoup l'histoire de Gourou. Je t'ai vu secouer la tête. C'est pas la seule star du Paris Saint-Germain Il y a pour le toi? futur Ballon d'Or. Il y a le favori du Ballon d'Or pour le moment dans Oui, mais c'est Luis Enrique qui lui a permis d'atteindre ce niveau-là. Ouais, je suis d'accord. Hein. Voilà, je rebondis sur ce que vient de dire Arnaud. Non, mais c'est juste que chez Ousmane, on va pas faire le débat autour d'Ousmane, mais il y a quand même un effet domino depuis quelques années où il a remis des choses en place, c'est-à-dire d'abord ne plus se blesser, ensuite pouvoir enchaîner, et puis après corriger cette efficacité. Luis Enrique est un des moteurs, et je sais pas si tout le monde a vu les vidéos, mais il y a eu une accolade et des mots très fort. très forts entre les deux hommes samedi soir. Mais je pense que voilà, en effet, c'est la première star, c'est Luis Enrique. C'est le patron en fait, plus que la star, c'est le patron et il est entendu et respecté comme tel. Ouais, mais c'est la première fois depuis quand d'ailleurs pour le Paris Saint-Germain qu'un entraîneur est la star. Parce que Ancelotti, moi je dirais quand même, c'était Non. même s'il y avait quand même des grosses stars, mais Ancelotti quand il arrive la première saison et qu'en fait c'est vraiment quand il remplace Comboiré, il n'y a pas grand monde dans l'effectif qui a autant d'aura entre guillemets que lui, quoi. C'est vraiment Carlo Ancelotti en fait. Après bon, tout le monde est arrivé et ça a été. Sauf que là, Luis Enrique est en train de. Je vois dans les tribunes, par exemple, effectivement, on voit les supporters le scander. Enfin, quand il se passe la présentation de l'équipe, on a le public. Luis Enrique, ça, c'est plus fort qu'un Ousmane Dembélé. En fait, je pense qu'il y a un truc dans ce que dit Marc. Je pense qu'il y a un truc qui est décisif, c'est que Ousmane Dembélé, certes, c'est une très grosse star, mais c'est pas un boulard en fait. C'est un excellent joueur de football. C'est une star parce que c'est un très bon joueur, mais c'est pas un mec qui dévore toute la lumière, qui dévore toute l'attention. Il est très inclus dans ce collectif-là. Et donc, en fait, effectivement, quand tu n'as que des joueurs qui sont en termes d'ego et en tout cas de ce qui renvoie de leur ego à peu près au même niveau, et bah forcément, c'est Bien le mec sûr. qui est au-dessus d'eux qui les chapeaute, qui prend toute la lumière. Oui, Marc. Moi, c'est ça que je voulais dire en fait, c'est qu'il bénéficie, Luis Enrique. Il est dans un fauteuil, il bénéficie d'une situation qu'aucun entraîneur n'a connue, à la fois en termes de hiérarchie et d'influence des gens qui sont potentiellement au-dessus ou à côté de lui. C'est-à-dire que tout le monde travaille ensemble en le laissant patron du sportif. Et puis, dans la composition des effectifs, il a aussi personne qui va lui faire de l'ombre. Et ça, c'est très très important. L'effectif a été pensé de manière à ce qu'en fait, il ait des gens qui soient derrière lui et qui prennent sa roue en fait. En tout cas, ce qui est sûr, Arnaud, je veux juste rebondir. Est-ce que c'est pas dangereux quand tu parles le côté gourou? Je suis assez d'accord avec toi. Il a un peu ce côté. Voilà, il a fait une bulle. Il a su mettre en place son voilà. projet. Mais est-ce que c'est pas dangereux pour le Paris Saint-Germain au final? À long terme, ça peut devenir problématique. C'est vrai que quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, il a demandé les clés du camion, il les a obtenues, il a pu faire ce qu'aucun entraîneur n'avait pu faire, c'est-à-dire faire ce qu'il voulait, mettre en place sa politique, pouvoir dire aux joueurs si vous ne courez pas, vous sortez, pouvoir sortir Kylian Mbappé, parce qu'il avait fait ça la saison passée, on l'oublie presque, mais il a fait des choix forts depuis 2 ans, il les impose aujourd'hui. Et pourtant, en novembre, avec les supporters, ils étaient assez véhéments, on comprend rien à son jeu, on s'ennuie quand on va au Parc des Bien Princes, sûr. c'est ça les messages qu'on s'ennuyait. entendait. Et ce qui fait que derrière, il y a eu cette bascule face à Manchester City en janvier dernier. Et c'est là que la saison du PSG bascule dans un tout autre domaine. Et puis il a su en profiter, il a su surfer là-dessus. Il a continué de faire changer ses 11 à chaque match, de concerner tout son groupe, même si là, depuis quelques semaines, se dessine son 11 type. Ouais. Mais en fait, Luis Enrique, pour l'instant, le pari est gagné. Effectivement, le Luis Enrique qui est le GEM d'Arnaud qui suit à la saison le Paris Saint-Germain qui est dans la roue du Paris Saint-Germain pour France Télé, pour tout le sport et Stade 2. Mon cher Alexandre Aflalo. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être venu. Avec plaisir. Allez, Alex, avec toi ton GEM, s'il te plaît. J'en choisis un du coup parmi ce que je Oui, t'avais
Et en fait, il nous a... Quand je J'ai eu leur du mal. demande J'ai eu du- qui peut me donner les j'aime pas, il nous dit j'en ai 600 à mettre. Et vas-y, tranche pour moi. Bah, tu sais 6311. quoi, tu tranches toi-même. Non, mais 6311, il a. 6311. 6311. Je vais en choisir un qui, je pense, permettra d'englober un peu tous les j'aime que j'aime. Et pour moi, ce qui a été hyper impressionnant cette saison, c'est la justesse en fait des mercatos. Je trouve que, alors, je mets peut-être Safonov à part, qui est une recrue, voilà, Recrue qui a surprise, pas eu- bah, il t'a quand recrue même surprise, qualifié mais en Coupe de France à Lens, Oui, recrue la surprise séance qui a- de tir au qui a- but. qui a pas eu, on va dire, qui a pas eu une importance dans l'effectif par rapport aux autres, mais en fait, toutes les recrues, les 4 autres recrues cette saison, ont toutes eu un impact immédiat, ou quasiment immédiat, ou en tout cas durable dans l'effectif. Willian Pacho, révélation absolue. Quel joueur Le tonton. incroyable. Non mais moi, à chaque fois que je le vois jouer avec le Paris Saint-Germain, je suis en admiration devant cet homme. C'est franchement, un des meilleurs joueurs de la saison. Et on n'en parle pas souvent, mais c'est vraiment un joueur extraordinaire. Joao Neves, évidemment, 4 passes décisives sur ses 2 premiers matchs. Puis derrière, un petit maestro qui est tout le temps en train de bagarrer des ballons de la tête alors qu'il fait 1m20. Enfin, c'est formidable, ce joueur est formidable. Désiré Doué, qui a été un peu plus long au démarrage, mais qui s'est imposé, qui explose complètement, qui révèle son potentiel match après match avec le PSG, qui va devenir un très grand joueur. Et évidemment, Krejci Kvaratskhelia, qui est qui est un joueur de classe mondiale, qui est arrivé, qui a comblé tellement de lacunes dans cette attaque, qui a apporté une option en plus, qui est décisif dans des matchs importants. En plus de ça, tous les départs ont été plutôt bien gérés. Le PSG s'est débarrassé entre guillemets de Randal Colomani, de Marco Asensio. Il y a eu des départs de joueurs qui n'étaient pas vraiment de Milan Skriniar, de joueurs qui n'étaient pas vraiment dans le projet. Donc voilà, en fait, cette année, toutes les recrues ont été très justes, ont tout apporté quelque chose, et il faut mettre ça au crédit de la direction sportive et de l'entraîneur qui ont très bien géré ça, je trouve. Ouais, c'est effectivement l'une des premières fois où on a eu une direction sportive et un entraîneur qui travaille de concert. Juste pour Willian Pacho, 50 matchs cette saison avec le Paris Saint-Germain, 3952 minutes pour ce garçon. Ouais, c'est le joueur le plus utilisé et il n'a que 23 ans. Ouais. Je tiens La Cincinnati Yoko l'embrasse. Qui ça? La Cincinnati Yoko l'embrasse. C'est quoi comme privé de joke? C'est l'attaquant d'Auxerre qui a marqué samedi soir. Oui, c'est un peu planté, effectivement, sur son non, marquage. C'est une vanne. Parce que moi, j'aime bien. Dis-moi, donc, par rapport à ce travail de la direction sportive avec le... Je suis complètement d'accord avec Alex, mais ce que j'aimerais souligner, c'est ça rejoint un peu ce que disait Arnaud par rapport à ce qu'on disait par rapport à Luis Enrique. Moi, c'est pas sur la qualité du recrutement. Ce que je trouve intéressant, c'est pas simplement la qualité technique des joueurs qui sont arrivés, c'est aussi leur qualité. Je crois qu'il y a un très bon travail sur la personnalité des joueurs qui ont été recrutés. Une confiance autour de leur capacité à se fondre dans l'effectif, à faire équipe en fait, tout simplement. Et ça, il faut quand même souligner le travail de Luis Campos là-dessus. Je pense que et on avait donné l'exemple de Pacho il y a quelques semaines, la capacité aussi pour Luis Enrique et Luis Campos à avoir des filtres sur ce qu'ils veulent, sur ce qu'ils attendent des joueurs. Et à sentir leur capacité à être motivés. Ambre avait fait une interview lorsqu'elle travaillait encore au Paris Saint-Germain avec Ambre Godillon, qui est nos copines de DAZN. Et dans laquelle Luis Enrique avait dit si tu n'as pas envie de venir, tu viens pas. Et c'est pour ça que, par exemple, là, on a vu la rumeur sur Ryan Cherki se relancer. Quand Luis Enrique il a dit ça, on sait d'ores et déjà que Ryan Cherki reviendra pas en fait. Parce qu'en fait, en gros, il faut avoir faim pour venir jouer au Paris Saint-Germain. C'est vrai que Luis Enrique confiait que lorsqu'il appelait les joueurs au téléphone pour les sonder, pour savoir s'ils avaient envie de venir au Paris Saint-Germain, c'était vraiment il faut que tu aies envie de gagner des titres, il faut que tu aies envie de faire des choses avec nous. Le Paris Saint-Germain, c'est pas une maison de pré-retraite. Donc, ce qui fait qu'en fait, ils ont un peu changé ça, c'est-à-dire cette mentalité. C'est à Paris, on vient pour gagner des titres. Et puis lui, il le répète quand même 45 fois sur une saison, c'est marcar la historia. Achraf Hakimi, que j'ai rencontré la semaine dernière, disait assez à la historia avec le Paris Saint-Germain. Ils veulent faire l'histoire. Donc, en fait, c'est ce qui a un peu changé. Maintenant, l'inconnu Luis Campos, c'est vrai que s'il y a des propositions en Arabie Saoudite qui peuvent ne pas se refuser, donc à voir ce que ça va donner. Puis c'est un jeu de poker menteur entre ce qu'il va avoir du côté du Paris Saint-Germain et ce qu'il peut avoir ailleurs. Vous avez vu que Arnaud maîtrise parfaitement l'espagnol. Il vient de nous... il vient de nous mystifier. Oui, mon bon Marc, qu'est-ce qu'il y a, Papa Les gens Ours qui connaissent un peu Luis Campos, ils disent que il parie que si PSG gagne la Ligue des Champions de lui-même,
il partirait en fait. Enfin, Pourquoi parce qu'il aura fait le tour, quoi. En gros. Il aura fait ses 3 Il a- ans, il il aura aura fait Il a réussi. fait jeu, 3 ans et il a réussi l'objectif majeur. Mais après, c'est pas une info. Hein, c'est voilà, dans les discussions que moi j'ai pu avoir avec ceux qui le connaissent bien, et c'est ce qu'ils disent, c'est qu'ils partiraient. Enfin, voilà, eux, ils mettent leur main à couper qui partira. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que. Mais il veut rester à la base. Enfin, voilà, dans l'état actuel des choses, Et moi, ce qui me son fait souci, objectif c'est c'était de rester, quoi. Tu c'est que. Pardon, mais il y a un mercato qui arrive. vois. Mais Et, la- il finit fin juin. Son Après, je crois contrat, qu'il faut pas être dupe. On est le 19 mai aujourd'hui. Fin de contrat, c'est au 30 juin. Paris Saint-Germain a anticipé la prolongation de 6 de ses joueurs et de son entraîneur au mois de décembre. Si on arrive à 1 mois et demi de la fin de du contrat du directeur sportif, enfin, moi j'ai le sentiment que dans ce PSG qui planifie bien, qui organise bien, qui s'organise bien et qui anticipe, si à 1 mois et demi de la fin de ton contrat, tu n'as pas été renouvelé, c'est que ça pue quand même. Ça pue. ça sent pas très très bon. Un petit peu comme. Oui, Dans le Zion, studio. dans le studio, oui. Je On a sais, un c'est on a un assez à petit propos. problème d'honneur dans le studio. Pardon, mais c'est vrai en plus, pour le coup. Les services techniques ont été appelés, mais messieurs, ne vous inquiétez pas. Pour terminer sur Luis Campos, juste rappeler quand même que sur la photo, c'était assez drôle, sur la photo de ce week-end, de samedi, il s'est bien placé. Il était aux avant-postes. Si vous regardez bien la photo, voilà, avec marqué Ligue 1, champion, machin, etc., il est vraiment au premier plan, sur le côté. Il a laissé les joueurs, mais voilà. Luis Enrique est derrière avec son staff, mais lui, Luis Campos est devant. Voilà. Je ne sais pas si c'est à noter ou notable ou. En tout cas, je l'ai vu. Parce que Presnel Kimpembe aussi était devant. Donc, Oui, mais Presco, c'est le capot. C'est Presco, il fait faire. C'est vrai. Attends, avec son micro, voilà, t'as besoin d'un ambianceur. Alors, ça fait un peu cher l'ambianceur, mais c'est important d'avoir un Presnel Kimpembe. Arnaud. C'était peut-être sa dernière soirée au parc, qui sait. C'est vrai. C'était peut-être sa dernière soirée au parc. C'est vrai, c'est pas faux. Et il nous laisse des trucs comme ça. Ah non, mais c'est une avec possibilité. Je veux dire, Oui, à mais un je an de la sais fin oui, de ton c'est contrat, possible. Ouais. t'as un joueur à un an de la fin d'un contrat, t'as un joueur dont tu sais pas trop en termes de santé s'il va revenir à un très bon niveau. Est-ce que c'est pas le moment de l'exfiltrer vers un championnat un peu exotique? Il sera important pour. Enfin, moi, je le Le rappellerai PSG sait toujours. faire d'ailleurs. Hein. Oui, mais il sait quand même. On se rappelle quand même que ce garçon en a besoin pour la vie du vestiaire et qu'il faut trouver son pendant dans les nouvelles têtes pour quelqu'un qui fédère autant les jeunes comme les étrangers. Après, il y a eu un épisode qui a quand même bien cette saison où il a manifesté une certaine frustration après le match contre Nantes où il pensait avoir un peu de temps de jeu. Et Quand il a déclenché l'Armageddon et la presse avec son ils agent, n'étaient pas contents, au club. Luis Campos et Luis Enrique. Donc bon, en tout cas, il était là presque, il a fait la fête. Arnaud, ton j'aime pas sur la Ligue 1 et sur la saison du PSG en Ligue 1, vers quoi tu t'orientes sur ton j'aime pas? J'ai pas beaucoup de points négatifs sur cette saison du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas vraiment de j'aime pas. Peut-être le fait qu'on n'ait pas réussi à réintégrer un joueur comme Lucas Hernandez, qu'il n'ait pas retrouvé son plein potentiel. On parlait de Presnel Kimpembe, mais c'est peut-être ça le raté de ce Paris Saint-Germain. Il y a eu cette grosse blessure, il est revenu et puis on a l'impression qu'il ne revient pas vraiment. Donc on l'a connu au top, il était titulaire l'an dernier, que ce soit sur le côté gauche, il a même fini dans l'axe la saison. Là, cette année, c'est vrai que ses entrées sont pas toujours percutantes. On a l'impression qu'il est plus à 100%. Alors, est-ce que c'est peut-être l'année trop PSG pour Lucas Hernandez? Je pose la question. Je ne sais pas ce qu'en pense Alexandre ou Marc. Écoute, réponse, Alexandre. Non, mais Lucas Hernandez, je te l'avais envoyé d'ailleurs dans mes j'aime pas. C'est une petite désillusion dans le sens où en fait tu recrutes l'année dernière un joueur de classe mondiale, clairement, un défenseur qui te fait passer un cap dans un secteur où tu as été plutôt en difficulté ces dernières saisons. La saison dernière qu'il fait, elle est très bonne. Hein. Franchement, c'est un des joueurs qui t'apporte le plus en termes d'énergie, de grinta, qui collait un peu aussi au style Luis Enrique. Et en fait, il y a cette blessure terrible, mais qui aussi, je pense que quand tu te fais pour la deuxième fois les croiser en 2 ans, quand tu es joueur de football professionnel, en fait, quand tu reviens derrière, forcément, même si tu es Lucas Hernandez et que tu es un peu fin, tu joues avec le frein à main, quoi. C'est terrible à dire, mais c'est des blessures qui marquent une carrière, c'est des blessures qui marquent une vie, personnellement, psychologiquement. Et c'est, en fait, pour moi, c'est le même constat que pour Presnel Kimpembe, c'est-à-dire que tu as 2 joueurs qui sont hyper précieux, qui ont vraiment du talent, qui ont vraiment de la personnalité, et en fait, les blessures sont en train de gâcher un peu leur carrière. Alors après,
Lucas Hernandez, je l'enterre pas aussi vite que Presnel Kimpembe, dans le sens où peut-être qu'avec la continuité, avec les matchs qui vont s'enchaîner, lui va pouvoir revenir gentiment vers un niveau un peu élevé. Voilà, j'attends de voir la saison prochaine. Je pense que là, cette saison, elle est un peu blanche malheureusement pour lui, même s'il revient tranquillement. Mais est-ce qu'il est capable d'être un super sub et de ne rester que... Parce qu'en fait, voilà, certaines équipes pourraient le récupérer à un moindre niveau et se dire, on a un joueur qui peut faire une trentaine de matchs dans l'année, mais sans Coupe d'Europe et autres. Mais est-ce que ça, il en est capable? Un club, ça a réfléchi aussi en termes de statut, c'est-à-dire un super sub à presque 19 millions d'euros bruts par an, ça fait un peu cher, quoi. Donc, Ramène toujours les choses à non, mais l'argent. c'est comme ça qu'on réfléchit dans un Je club. sais que c'est un romantique, mais C'est là... comme ça qu'on réfléchit dans un club aussi. Il faut le voir comme ça. Après, moi, je pense qu'il y a un truc qui, moi, me donne pas de l'espoir, mais me fait comprendre que c'est pas, à mon sens, pas terminé. C'est la manière dont Luis Enrique utilise les joueurs, le temps de jeu qu'il leur donne. Pour Presnel Kimpembe, quand même, on a vu cette saison qu'ils lui en donnaient peu, et donc ça veut dire qu'ils avaient en interne des informations qui leur laissaient penser qu'il n'est pas en mesure de disputer ou de prendre part à des matchs ou prendre part à certains matchs. Or, pour Lucas Hernandez, c'est pas le cas. On le voit, il rentre en jeu, il fait des demi-heures, il est revenu assez vite. Peut-être que ça réside aussi là, dans la durée de son retour, de sa convalescence. Mais en tout cas, il a joué de manière assez régulière, malgré des performances qui n'étaient pas reluisantes. Et pour autant, en fait, Luis Enrique lui a donné une forme de continuité. Donc je pense que pour ça, il faut attendre encore un peu avant de voir si voilà, il a encore le niveau pour ce Paris Saint-Germain. Puis après aussi, il y a un truc qui contraste. Moi, je reviendrai après là-dessus, mais il y a quand même une espèce de locomotive de 13-14 joueurs qui sont à un niveau très très élevé. Allez, Si vas-y, t'accroches- sur ton j'aime pas. Oui. Vas-y. Bah, c'est ça, mon j'aime pas. Si tu n'accroches pas le wagon, c'est dur. Et en fait, oui, il y a en effet 5 à 7 joueurs qui, cette saison, n'ont pas accroché ce wagon de 14-15 joueurs de très très haut niveau ou en progression. Et je pense il y a des joueurs qui font une saison moyenne. Donc, on a parlé de Kimpembe parce que blessé. On a parlé de Lucas Hernandez blessé. Warren, qui a aussi connu des blessures, traverse une saison très mitigée. Konginli, c'est pas extraordinaire. Yoram Zagué, du coup, Yoram Zagué, je disais que Luis Enrique donnait du temps de jeu à ceux qui y croyaient. Donc, s'il donnait du temps de jeu encore à Lucas Hernandez et qui croyait en lui, Yoram Zagué, on l'a pas vu de la saison, clairement. Donc, je pense qu'il y croit pas trop. Voilà, il y a ce petit groupe de joueurs qui n'a pas réussi à accrocher la roue et la dynamique de progression globale de ce groupe. Et ce qui est positif dans mon j'aime pas, je pense, c'est que c'est là l'axe de progression pour pouvoir l'année prochaine enclencher la saison et pour le mercato. Je crois que c'est là que Paris va aller travailler pour renforcer un peu de concurrence au milieu de terrain, pallier quelques trous en défense quand il n'y a pas Achraf Hakimi ou Nuno Mendes. Voire peut-être aller chercher soit un attaquant de pointe qui est une option et un ailier quasi sûr. Arnaud, c'est envisageable pour une équipe, un club, j'arrive pas à avoir d'exemple comme ça, d'avoir 19, 20 joueurs qui se retrouvent à être à très haut niveau, prêts à jouer la concurrence. Enfin, est-ce que c'est pas utopique? Enfin, je sais pas. Parce que là, j'entends Non, c'est les 14 joueurs, mais est-ce que c'est envisageable? C'est même nécessaire au Paris Saint-Germain. Luis Enrique, en fait, dans son projet, il veut pouvoir faire des 11 contre 11 à l'entraînement avec 22 joueurs qui veulent être titulaires le match suivant. Donc en fait, il demande du rythme à l'entraînement parce qu'il pense que voilà, il y a la Ligue 1 certes, mais en fait les joueurs qu'il possède sont encore plus forts que ceux qu'il y a dans les autres équipes de Ligue 1. Donc en fait, lui, il veut une concurrence totale. Il a essayé de la mettre en place depuis toujours. Là, c'est vrai que c'est un peu particulier cette saison parce qu'il y a cette aventure Ligue des Champions et il y a vraiment un 11 qui se dessine. Et ce qui fait que Luis Enrique, il est plus dans les essais. Là, il est dans la confirmation de quelque chose. Donc, c'est vrai qu'il y a 14 mecs qui se sont un peu dessinés. C'est ce que disait Marc. C'était déjà le cas un peu l'année dernière quand même. Ouais, c'est vrai, En c'est seconde vrai. partie de saison. En seconde partie de saison, il y a toujours cette évolution. Et après, il y a ceux qui marquent des points sur certaines rencontres, sur certains matchs et qui rentrent après dans son logiciel. Mais c'est vrai qu'il a toujours mis en place cette concurrence plutôt saine. Peut-être qu'en fin de saison, elle paraît malsaine,
mais les résultats sont là pour prouver que ça marche. Oui, Alex. Parce que du coup, je suis allé chercher les chiffres, Très bien. notamment pour Bravo. le temps de jeu, les minutes de jeu. Donc effectivement, il y a 19 joueurs au-dessus de 1000 minutes. Alors tous ceux qui sont en dessous, c'est vraiment soit les petits jeunes, soit ceux qui sont partis en fait cet hiver. 14 au-dessus de 2000 minutes et après 10 au-dessus de 3000 minutes. Donc en fait, on a vraiment ce truc-là de voilà, le premier groupe qui joue quasiment tous les matchs, le deuxième groupe avec les 3 changements que tu fais derrière, les 4 changements que tu fais derrière, et le troisième groupe avec les autres qui vont plutôt être les seconds couteaux, qui vont jouer les matchs moins importants, etc. Mais quand même, 19 joueurs au-dessus de 1000 minutes, ça montre aussi que tout le monde joue, tout le monde a son temps de jeu. La Mayulu vient de dépasser les 1000 minutes aussi. Lucas Hernandez les a dépassés aussi. Donc c'est dans la gestion de l'effectif. Et c'est ça que je voulais en parler tout à l'heure quand on parlait de la gestion notamment d'Ousmane Dembélé. C'était aussi un des trucs que je t'avais envoyé parmi mes j'aime. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas eu de blessure cette saison, quasiment pas. Notamment du fait que l'effectif en est beaucoup. Ousmane Dembélé, il a été élu meilleur buteur de Ligue 1. Il a joué 1200 minutes de moins que Mason Greenwood qui a marqué le même nombre de buts en Ligue 1. Donc il y a quand même une gestion de l'effectif, une gestion du turnover qui est hyper intelligente de la part de ce staff et ça rentre tout ça dans le même problème en fait. Donc encore plus, j'aime pas, c'est que tout le monde a eu l'opportunité, quasiment tout le monde a eu l'opportunité de se montrer. Et encore une fois, voilà, malgré ce temps de jeu important pour certains, parce que par exemple un mec comme Kanguini, il a énormément joué en début de saison. Oui, il a été titulaire. même, Et il a été il a même même l'un les- des 3 meilleurs un buteurs en buteur, Ligue 1 oui. avant de se Sûr. faire dépasser. Et, Gonzalo. et après avoir disparu, bon, il a une blessure aussi. Alors peut-être que c'est ça en fait, c'est ça la raison, c'est que tous ces joueurs qui ont pas réussi à accrocher cette dynamique, c'est des joueurs qui ont connu une blessure en cours de saison. Je ne mets pas Gonzalo Ramos parce que c'était le premier match de la saison au Havre. Et donc qui a mis 3 mois à revenir. Et puis au final, en décembre, ça c'est lui aussi, sa dynamique, elle est partie. Si j'ai bien compris, normalement, regarde la passe D. Hop, on se retourne vers notre ami Alexandre Flalo. Ton j'aime pas de la saison Ligue 1 pour terminer le tour de table. Oui, j'ai effectivement c'est cet événement dont tu parlais, Marc, moi m'a un peu peiné. C'était la blessure de Gonzalo Ramos dès le premier match de la saison. Alors évidemment, ça a été on va dire le malheur des uns a fait le bonheur des autres, c'est-à-dire que Ousmane Dembélé s'est révélé à ce poste de numéro 9 et je pense pas que Gonzalo Ramos aurait eu le rendement et l'influence dans le jeu qu'a Ousmane Dembélé aujourd'hui. Mais en fait, il y a un vrai regret pour moi parce que c'est un joueur qui avait extrêmement bien fini en tant que super sub la saison passée, qui a été le seul joueur à part Kylian Mbappé l'année dernière à dépasser les 10 buts, toutes compétitions confondues, qui avait pour moi une vraie place à prendre en tant que numéro 9 dans cet effectif. Et je pense que le fait que Luis Enrique l'avait titularisé aussi lors du premier match de la saison Ligue 1, ça allait aussi dans le sens de je te laisse ta chance, montre-moi ce dont tu es capable. Et en fait, il y a cette blessure qu'il met sur le carreau pendant 3 ou 4 mois. Et là, tu dis, ce joueur qui est pour moi plein de potentiel, plein de talent, on l'a pas vraiment retrouvé. Et même s'il a encore marqué pas mal de buts cette saison, qu'il a encore réussi à être décisif sur les petits matchs quand il rentrait ou en rentrant en cours de jeu, il y a toujours ce petit regret de Gonzalo Ramos n'a pas réussi à prendre l'épaisseur et l'importance que je pense qu'il pourrait avoir dans une équipe comme le PSG. Mais avec 39 matchs, il a quand même fait 39 apparitions. Il fait quand même une fiche de stats à 18 buts. 18, voilà. c'est ça. On en a 3 en Ligue des Champions, 5 en Coupe de France et 10 en Ligue 1 avec 6 passes décisives. Ça va être un vrai casse-tête, Arnaud, le cas Gonzalo Ramos, parce que en fait, il te sert. Mais est-ce qu'un garçon comme ça ne va pas avoir envie de se dire si je vais dans un club anglais, on va me filer les clés et je ferai voir ce que je vaux. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est un garçon qui sera à 30 buts par saison si on joue pour lui. En plus, il est très jeune. En plus, la saison de Gonzalo Ramos, elle est terrible. Il en parlait, Alexandre, mais c'est vrai qu'il se blesse sur le premier match face au Havre. Derrière, quand il revient à la compétition, on est au mois de décembre. Très vite, il va jouer en Coupe de France en janvier. Et en fait, c'est le moment où Ousmane Dembélé explose avec le Paris Saint-Germain à la pointe de l'attaque. Il y a le trophée des champions. Et derrière, c'est parti pour Ousmane. Mais en plus, ce qui est terrible, c'est que c'est très justement, en fait, Ousmane explose à ce poste à ce moment-là, mais en fait tout le moment où Gonzalo Ramos n'est pas disponible pour le PSG, on a testé tous les mecs possibles et imaginables au poste de numéro 9, on va quand même à l'Emirates avec Kanguini en 9 quoi. Et tu dis ah ouais non mais Ramos il aurait quand même été pas inutile à ce moment-là quoi. Effectivement, on rappelle que Gonzalo Ramos a marqué du côté de Salzbourg, faut pas l'oublier, mais quand il a fallu relancer la machine du Paris Saint-Germain, c'est une date importante le match de Salzbourg en Ligue des Champions, il fait partie des gars qui ont marqué avec Désiré Doué. Oui, moi je l'inclus quand même dans ceux qui ont progressé cette saison et qui ont une dynamique, moi, Gonzalo Ramos. D'accord.
Ouais, je trouve pas qu'il a fait une saison en dedans. Et je crois que malgré sa blessure, il est au statut où Luis Enrique l'aurait Ouais, mais maintenant, l'aurait c'est de laissé. savoir ce que t'en Voilà. fais pour la saison prochaine. C'est ça le truc. Bah oui. Parce que là, tu vas le garder C'est- pour aller pour La aller faire question, la c'est Coupe du plutôt, Monde des clubs. je pense que inversement, c'est plutôt qu'est-ce que lui a envie de faire. Est-ce qu'il a envie de passer encore une Mm. saison à être remplaçant alors que actuellement il a une dynamique de but qui lui permet de garder certainement une cote sur le marché. Son agent c'est Jorge Mendes, donc je pense qu'il n'aura pas trop de problème à trouver un point d'atterrissage. D'aller à Manchester United. C'est une Il n'y aura pas trop de possibilité. problème d'aller à Manchester. Bah après, ils empilent les attaquants quand même à Manchester Ouais. United. Donc Ah, il mais va lui, falloir, il se posera pas de questions pour le coup, tu vois. Ouais, Je mais suis bon. persuadé que. Alors, moi, pour moi, lui, dans un club anglais, Ouais, mais alors à, C'est à pas Manchester, ta tort. tu vas pour mourir là-bas, tu vas pas pour jouer Non, au foot. c'est hein. moi, c'est pas là que j'aurais vu. Mais bon. tu le bats où Je sais pas, à la Juve. À la Juve Ouais, à la Juve. Ah, avec Colomani, comme ça. Non Ouais, non, Le mais mec, il dans va un club rentrer. italien, je vois bien. C'est vrai qu'il a, il a un Arnaud, profil un peu tu t'en fais italien, quoi, ouais. toi Tu le Ah, gardes ou- je garde au Paris Saint-Germain. Franchement, Ah, ouais, je te demande. peut-être qu'il va nous faire vibrer le 31 mai en finale de Ligue des Champions. C'est marrant. C'est Dans un mon super rêve. sub. Dans ton rêve, Qui marquait dans ton c'était rêve, qui Bruno C'est C'est qui pas lui. La question, encore une fois, pas c'est lui. a-t-il envie d'être super sub une saison de plus? Voilà. Mais Ouais, en fait, par rapport au rôle de super sub, justement, moi, ce qui m'a vraiment surpris cette saison par rapport à Ramos, c'est qu'il a pas tant que ça de temps de jeu. Là, j'ai sous le chiffre sous les yeux, il a 1600 minutes de temps de jeu. C'est pas énorme. Et en fait, on voit que même, moi surtout, on voit un peu qui sont les 13-14 joueurs préférés de Luis Enrique par rapport à qui rentre automatiquement en cours de match. C'est-à-dire que dans le lot, tu as donc soit Barcola, soit Doué, selon qui a commencé le match. Tu as un peu Warren Zaïre-Emery. Tu as un peu derrière des mecs comme Beraldo, Hernandez qui peuvent rentrer en défense, etc. Mayoulou aussi. Mayoulou, mais un peu là. Et en fait, Ramos, il est vraiment derrière tout cela. C'est-à-dire qu'il rentre pas à tous les matchs. C'est pas un changement automatique. Il préfère faire rentrer d'autres joueurs que Ouais. Ramos. Donc, Ce qui est aussi un vrai truc. Oui, donc. donc le Donc, joueur, à un s'il a moment envie de- voilà, donné, s'il il aura envie peut. de rester, quoi. Là, ils sont dans une dynamique collective qui est on est focalisé sur gagner la Coupe de France, gagner la Ligue des Champions. Mm. Après, il pensera à lui. Il va faire le point sur sa saison. Ouais. Il va se rendre compte que son ratio de temps de jeu but est quand même un des meilleurs de l'équipe. Que lorsque arrivent les grands matchs, sur la feuille de match, il est jamais dans le 11 titulaire. La seule fois où il y a été, c'est l'année dernière en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Donc, lui, il va faire un choix. Il va se dire, je vais regarder les offres que j'ai. Où est-ce que j'ai une garantie de temps de jeu supérieure à celle du Paris Saint-Germain, avec un challenge qui est, on va dire, égal. Et il va trancher. Et je pense que moi, je suis dans sa situation. On va dire, par exemple, on va faire une analogie, une comparaison. Je suis journaliste. On me dit, tu vas pas faire les matchs principaux du Paris Saint-Germain. Et à un moment donné, ça me frustre. Je suis frustré. Tu vas aller à Montpellier, Voilà. Metz, Voilà. et tu vas faire des petits matchs. Et puis, il y a des fois, tu les fais, Tu vois, fais jamais et les c'est gros. comme ça. Moi, Ah. tu vois, regarde, moi, il y a Romain Bédou qui commence à me remplacer parfois sur les matchs. Et ben, je lui donne pas les petits matchs. Il a fait cette année Lyon, Voilà. Marseille, tu vois, je vais comme ça. Et c'est, Il reste, il T'es reste, vraiment- t'es il vraiment reste mec en en- jambes. t'es vraiment mec en or, Bruno. je Il reste le en dis aux jambes. gens, vous pouvez faire beaucoup plus de C'est parce que comparaisons que c'était les vacances, hein. vous le pensez sur un vestiaire, la gestion des joueurs et la gestion d'une vie d'entreprise, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près effectivement la même chose. Bah tiens, vous savez quoi, on en a parlé et on va se poser la question, parce qu'on on l'a dit, Arnaud l'a dit il y a quelques instants, le 11 de départ, on a compris qu'il était quasiment ficelé. Alors même si Luis Enrique nous a dit non, vous savez, regardez, Céline Mayoulou, il peut peut-être un peu pousser la porte. Bon, tu as envie de dire ok coach, mais on va quand même se dire qu'il y a quand même un 11 de départ dessiné, puisque face à l'équipe d'Auxerre, on s'est retrouvé avec Gigio Donnarumma dans la cage, William Pacho et Marquinhos en défense centrale. On s'est retrouvé avec sur les côtés Achraf Hakimi et à gauche Nuno Mendes. Au milieu de terrain, Fabian Ruiz, Vitinha, bien sûr Joao Neves pour les accompagner. En attaque, Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Et la question que je viens vous poser, les amis, c'est de vous demander si vous êtes plutôt, parce que finalement, on a l'impression que c'est sur ce point-là, ce poste-là, ce côté-là, avec Bradley Barcola, qu'il y a encore peut-être une place à jouer et de savoir pour le 11e homme, vous êtes plutôt Barcola ou Doué. J'attaque ce tour de table avec Alexandre Aflalo et viens pas me dire oui, alors moi j'aime les deux, etc. Tu me fais pas le scream. Franchement, c'est dur comme Oui, choix. mais là pour la C'est dur. finale de Coupe de France et la finale et de la Ligue des Champions. En fait, moi, je vais réfléchir en termes de... Parce qu'en fait, je trouve que les joueurs, fondamentalement, sont plus ou moins équivalents. C'est-à-dire qu'ils ont tous les deux des qualités, des défauts que l'autre n'ont pas, etc. En termes de dynamique actuelle, moi, je place quand même Désiré Doué un tout petit cran au-dessus.
Mais c'est pas tant parce qu'il est, loin devant Barcola, parce qu'il est meilleur que Barcola, etc. C'est parce que en fait, Barcola, depuis quelques mois, je le trouve un peu en dedans. Je trouve qu'il a moins ce côté tueur dans le dribble, tueur devant le but. Il a quand même son but contre Strasbourg où il a retrouvé un peu de ce truc qu'il avait en début de saison où en fait il cavale côté gauche, personne ne peut le rattraper et puis il va aller marquer. Mais je le trouve un tout petit peu en dedans ces dernières semaines et Doué en a bien profité pour prendre la place. Sur une finale de Champions League, en fait, je pense qu'en fait, et même sur la finale de Champions League notamment, parce qu'on pense surtout à ça, on va pas se mentir. Je me dis lequel je préfère voir devant Denzel Dumfries et a priori, je pense que Barcola physiquement peut se faire un peu balader par Il jouera à Dumfries. droite. De quoi? Il jouera à droite. Je pense que ça sera Bah, Vara à dans gauche. tous les cas, ils vont permuter Et puis toujours. que Mais Vara, en fait, il connaît Dumfries, donc ouais. ils sont joués 2-3 saisons quand même. Donc. Enfin bref, tout ça pour dire, je pense que je mettrais Doué mais vraiment un cheveu devant quoi. Un cheveu devant, je me retourne vers l'homme qui a une barbe fournie et le cheveu au vent. Et les cheveux au vent. Il n'y a plus de place chez le barbier vendredi C'est ça. soir, c'est pour ça, tout simplement. Alors, Doué ou Barcola? Moi, Est-ce je que tu serais es. Tim Bradley Barcola, ouais. Ah bon? Ouais, pour. Pourtant, il respire pas la ouais, mais forme je en ce trouve moment. il y a quelque chose qui fait mieux que Doué, c'est défendre. Mhm. C'est se replacer, c'est défendre. C'est être appliqué là-dessus. Sur les sorties de balle, quand tu es sous pression, je pense qu'il est plus simple aussi que Désiré Doué. C'est-à-dire qu'il y aura moins de touches de balle, il y aura moins de fioritures. Et donc, tu vas pouvoir jouer à une touche de balle. C'est vrai que dos au but, c'est pas trop son truc à Bradley, mais s'il joue simple, une touche de balle, il peut très vite prendre la profondeur. C'est une qualité qu'a moins Désiré Doué. Et surtout, il y a un truc. Cette année, les deux, dans cette deuxième partie de saison, se sont retrouvés dans la même situation. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils ont connu aussi bien le rôle de super sub que le rôle de titulaire. Et en super sub, celui qui a apporté le plus de choses, je trouve, c'est Désiré Doué cette saison. Mm. Et peut-être que dans la configuration d'une finale, si tu as un garçon sur le banc qui t'apporte des garanties directement lorsqu'il rentre, eh ben moi je jouerais cette carte aussi, sachant que non plus Bradley fait pas tâche quand il est sur le terrain en tant que titulaire. Mais en tant que remplaçant, je trouve qu'il apporte un Je peu suis moins. tellement incertain qu'il m'a convaincu, tu vois. J'ai donc Tim Doué à ma gauche, même s'il est qu'en train Tim de Doué basculer. influençable. Voilà, c'est ça. J'ai donc Tim Barcola à ma droite. Je vais donc me retourner vers Maître Matteoli du barreau de France Télévisions. Maître, c'est à vous de trancher. Vers qui penchez-vous? Avantage Désiré Doué. Ah ouais. Dans ce match, pour la conservation de balles, pour tout ce qu'il peut apporter dans ce jeu sans ballon, je trouve que le jeune garçon formé à Rennes, à la Piverdière, apporte quelque chose d'autre que Bradley Barcola n'a pas forcément. Alors il a d'autres qualités, il apporte autre chose, comme l'expliquait très très bien Marc. Mais c'est vrai que j'ai un petit coup de cœur pour Désiré Doué dans ce jeu au milieu de terrain. Il pourrait presque jouer 8. Ce garçon est impressionnant compte tenu de son âge et de son évolution et de sa progression cette saison. Est-ce que Bradley Barcola finalement est peut-être moins, comment dire, malléable au système à la Luis Enrique? C'est-à-dire que Bradley, on le voit à gauche, c'est vrai qu'il défend plutôt bien, ou à droite, bon, il va défendre, mais effectivement Désiré Doué peut changer de position assez rapidement, comme l'aime Luis Enrique, ce qui est moins le cas peut-être de Bradley Barcola. Je me retourne vers toi et après je vous poserai la question, les copains Alex et Marc. Je pense que Luis Enrique, ce qu'il aime, c'est qu'il arrive à façonner Désiré Doué. Il le fabrique, il le fait grandir. Il est arrivé, il avait 19 ans. Et en fait, depuis plusieurs semaines, en fait, il travaille avec lui. Alors, Désiré Doué disait, il nous force à agrandir le terrain. On le voit, il y a des vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux où, en fait, en plein match, il communique énormément avec lui. Il travaille énormément avec Désiré Doué au quotidien. Et je pense qu'il a une vraie influence sur la progression du jeune garçon. Oui, En fait, Alex, et après Marc. En fait, comme le disait tout à l'heure Arnaud, Désiré Doué, c'est un joueur qui est beaucoup plus polyvalent que Bradley Barcola. Alors Barcola, il a un truc qu'il fait très bien, c'est qu'il fait l'essuie-glace, mais formidable, quoi. C'est-à-dire que aller-retour, grande vitesse, défendre, attaquer, ça, il est élite dans ce truc-là.
Mais c'est vrai que Désiré Doué, moi je me remémore un peu ces matchs contre Arsenal, même si j'ai pas adoré ces deux performances contre Arsenal, il a quand même eu des trucs, mais c'est vrai qu'on le voit, il était partout quoi, au milieu de terrain, à la récupération, à droite, à gauche, dans le centre pour percuter, les avec dribbles, les machins. énormément de déchets aussi, tu vois. Avec, Oui, c'est pour ça que oui, je te oui, bien sûr. disais, c'est pour ça que je te disais que j'ai pas adoré tous ces matchs contre Arsenal, mais il a eu ce truc où il était quand même. En fait, j'ai l'Inter en tête, je vois cette densité au milieu de terrain, je vois cette qualité au milieu de terrain. Et je me dis, est-ce qu'on a plus besoin d'un ailier supersonique qui peut te prendre un ballon en profondeur et partir dans le dos d'Acerbi, partir dans le dos de Bastoni et bombarder, ou est-ce que tu as plus besoin d'un mec qui va justement venir te renforcer un cran en dessous, venir disputer les ballons sur Fratesi, sur Barella, sur Mkhitaryan. C'est un casse-tête, mais c'est-à-dire que si nous on n'arrive pas à choisir, imaginez Luis Enrique dans quel état il doit être quoi. C'est Ouais, il faut- c'est un vrai J'ai casse-tête. l'impression qu'Alex Aflalo a repris un peu du poil de la bête pour sa team. Non mais en fait sa team Doué. les deux ont des vrais mérites. Bien Les sûr. deux ont des vrais mérites. Moi Ah, mais c'est franchement, intéressant. Moi, je trouve ça intéressant Tu vois- parce que ça nous a été tendu un petit peu par Luis Enrique. Bah, c'est ça. débat. Moi, je suis pas dogmatique. J'essaie de. Oui, mais Ma posture, c'est plutôt de réfléchir, d'essayer de mettre à sa place et d'essayer de comprendre le mindset de Luis Enrique sur ce qu'il va faire, sur ce qu'il peut faire. Alors, des fois, j'en ai déjà discuté avec des spécialistes. Ils me disent, je pense qu'il va faire ça parce que si, avec des super arguments. Puis en fait, il fait tout le contraire. Donc, voilà, c'est compliqué à lire. Luis Enrique, par Ah, exemple. sauf que là, il est de moins en moins illisible. Là, ce qu'a dit Arnaud tout à l'heure, son 11 de départ, il est quasiment acté. Et finalement, Oui, je suis d'accord. on a que cet angle-là Je suis de d'accord. Doué tu ou sais, Barcola. son 11 de départ, c'est un peu comme la spéciale d'Ariane Robben, c'est-à-dire que tu sais qu'elle va arriver, mais tu sais jamais, enfin, tu t'arrives jamais à l'arrêter quand elle te frappe. Tu vois. C'est ça, et C'est à peu près c'est ça. toujours qu'il rentrait pied gauche et qu'il frappait enroulé, mais en fait, à chaque fois, ça passait. Et en fait, c'est vrai que maintenant, il a ce 11 de départ avec lequel il est confortable et qui est parfait pour faire ce qu'il veut. Mais en fait, la façon dont le 11 de départ joue, après franchement, les Barcola et Doué sont tellement, entre guillemets, interchangeables et tellement adaptables au système d'Enrique, c'est qu'en fait, ils sont toujours l'un à remplacer l'autre, l'autre à remplacer Ouais. l'un depuis 3 mois, quoi. La question, c'est aussi qui correspond le mieux à l'adversaire. En tout cas, peut faire le plus mal à l'adversaire par ses qualités et par en fait les qualités et les défauts de l'adversaire en face. Tu vas jouer certainement dans le couloir droite. Tu as Di Marco, qui est un joueur important de l'Inter, un joueur d'expérience aussi, qui cavale bien, mais qui n'est pas non plus la plus grande foudre en vitesse. Est-ce que est-ce que tu vas lui mettre un Bradley dans les parcs qui cavale aussi pas mal, mais qui va aussi te faire peut-être rester dans ton camp. Un Désiré Doué, Di Marco, j'ai pas assez de visibilité aussi sur le joueur, mais est-ce que dans le duel en 1 contre 1, c'est fort, c'est pas fort? Voilà, je pense qu'ils vont observer tout ça pour trancher aussi du côté du staff. Semaine prochaine, promis, on vous trouve le spécialiste de l'Inter Milan pour être dans le studio et venir nous en parler, bien évidemment, pour échanger autour de cela, bien évidemment, de finale de Coupe de France et de Ligue des Champions. Ce sera à suivre sur l'antenne d'ici Paris. On fait une petite pause et on parle justement de Reims avec cette finale qui semble un peu déséquilibrée et aussi parler de l'organisation de la finale de la Ligue des Champions entre les places, le défilé peut-être sur les Champs-Élysées, la fan zone du côté de Paris. Il y a encore pas mal de dossiers à 13 jours de cette rencontre. À tout de suite. Ici, on est 100% PSG. Ce samedi, le Paris Saint-Germain dispute la finale de la Coupe de France contre le Stade de Reims au Stade de France. Prise d'antenne à 20h sur notre antenne. Et à la fin du match, on vous offre un maillot du PSG domicile. Ici Paris, Île-de-France, 100% supporters du PSG. 100% PSG, la tribune. Marc Méchénois, Arnaud Matteoli et Alexandre Aflalo sont avec nous pour cette tribune numéro 47 que vous n'hésitez pas bien évidemment à partager sur les réseaux sociaux et sur YouTube, vous mettez ça où vous voulez, mais n'hésitez pas à faire découvrir bien évidemment à vos proches. Les amis, on va se retourner vers le match de Coupe de France et vous l'avez entendu, la publicité, la promo il y a quelques instants sur ce podcast avec le match qui sera à suivre. On sera dès 20h au Stade de France. On va vous faire monter un peu la température. On ira jusqu'à minuit en espérant bien évidemment qu'il y aura une coupe au bout et à nouveau une Coupe de France pour le Paris Saint-Germain. Et on va parler de cette finale finalement entre le Paris Saint-Germain et Reims. Est-ce que c'est une finale trop déséquilibrée? Alors, vous allez me voir arriver en disant, de toute façon, dès que c'est le PSG, c'est déséquilibré. Oui, mais là,
on a quand même nos petits Rémois, nos petits Champenois qui ont réussi la perfection d'aller se mettre en barrage dans cette histoire. Et puis alors, quel scénario! D'ailleurs, félicitations à l'équipe du Havre. Bravo à cette équipe du Havre à la 99e minute de jeu. Mais alors, les baloches d'Abdoulaye Touré, on en parlera pendant 10 ans, mais pardon. Non, mais non, faire une panenka. Et tu as entendu son explication? Oui, T'as entendu l'explication? C'est génial. C'est qu'il s'est dit, bon, de toute façon, au pire, on est en barrage. C'est exactement ça. Il s'est dit, le mec s'est quand même dit, bon, de toute façon, je me prends pas la tête, je l'essaie. C'est te dire d'où ils reviennent en fait. Oui, c'est ça. C'est de toute façon, bon, on ne descendra pas, on est sûr de pas descendre, donc allez hop, all-in, on est parti. Non, mais Un petit coucou voilà, bravo à Didier Digard qui est un ancien Parisien Et à Mathieu Bonnemer. et Mathieu Bonnemer également parce que clairement je crois qu'il n'y a pas grand monde qui les voyait se maintenir en Ligue 1. Il faut l'expliquer, hein, l'équipe du Havre est dans une... Alors c'est pas, ne vous inquiétez pas, 100% PSG, le Havre, le Hack, on les aime beaucoup, mais non, c'est juste pour expliquer que cette équipe, voilà, a plus le sou. On sait pas comment ils vont se retrouver, parce que moi je suis même pas sûr qu'ils se maintiennent pour, avec la DNCG. Je crois qu'il y a des salaires qui tombent pas, Mathieu Bonnemer et autres, pas l'impression que ça soit la fête pour eux, mais en tout cas... Parfait, et donc ils ont fait plonger Reims dans ce puits sans fond que les barrages pour affronter Metz. Donc il a fallu changer les calendriers du côté de la Ligue, parce qu'ils avaient prévu les barrages le même jour que la finale de la Coupe de France. Le barrage aura lieu mercredi pour Reims, qui est en état d'alerte générale. Je vous propose de lire le papier de l'équipe ce matin, où tu sens que les supporters, dirigeants, ils sont affolés complets, ils s'y attendaient absolument pas, ils n'étaient pas prêts à cela. Il y a la Coupe de France au milieu, et après ils rejouent le match retour des playoffs de barrage. Je sais pas si tu te souviens, mais Jean-Pierre Caillot devait venir à vélo à Paris pour un espèce de challenge par rapport à la finale. Il a annulé. Le Tour de France a été annulé pour Jean-Pierre, malheureusement. Jean-Pierre Caillot a annulé son petit... Non, mais en fait, je pense que ce qui est terrible dans cette histoire pour les Rémois, c'est qu'en fait, ils ont un barrage aller, un barrage retour, qui sont littéralement avant et après la finale. C'est-à-dire que tu es en train de préparer quand même un match contre le Paris Saint-Germain au Stade de France, où t'as un trophée en jeu, et potentiellement, tu te dis... Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour nous? Est-ce que c'est de gagner la Coupe de France et d'avoir un peu la gloire? Il y a une place en Coupe d'Europe quand même qui est en jeu aussi, donc d'avoir la gloire, la Coupe d'Europe, etc. Ou est-ce que c'est de se maintenir en Ligue 1? Parce qu'en fait, comme Le Havre, financièrement, je pense que Reims, et comme tous les clubs d'ailleurs, parce qu'il n'y a quand même pas de droité la saison prochaine pour l'instant, ils sont tous pris à la gorge. Ils ont tous fait l'impasse sur les restos pendant un an parce qu'ils sont abonnés à DAZN. Et du coup, voilà. Donc c'est un peu... c'est un peu un choix terrible. Est-ce qu'ils doivent, entre guillemets, jeter cette finale en se disant, bah, de toute façon, on n'a aucune chance de gagner contre le PSG, entre guillemets, on va envoyer l'équipe B et puis on y sera allé, on sera content. Mais par contre, à fond contre Metz en barrage, franchement, c'est une situation terrible pour eux. Et vraiment, j'ai un peu de la peine pour eux, quoi. On appelle ça faire une Lorient, parce qu'on rappelle, Lorient, à une époque, a gagné la Coupe de France avec, c'était Alex Dupont à la tête de cette équipe et était descendu en Ligue 2. C'était super. Hein. Ce n'était pas la tête des joueurs et des dirigeants. Arnaud, est-ce que c'est une finale déséquilibrée? Alors, voilà, ça va... C'est toujours une finale de Coupe de France, il y a 20 000 supporters rémois, il y a 20 000 supporters parisiens, mais est-ce que c'est pas trop déséquilibré? Et surtout avec une équipe en face qui a vraiment pas que ça à penser dans les prochains jours. C'est Reims qui s'est mis dans cette situation. Ah oui. En fait, ils font un super début de saison. Je me rappelle être allé les voir, c'était en octobre, ils étaient 7 ou 8e, on parlait presque de possibles qualifs européennes avec les dirigeants, avec les joueurs. On parlait beaucoup de cette filière japonaise. Et puis derrière, ils ont connu un hiver catastrophique, une fin de saison. Alors il y a cette victoire face à Marseille. Ils ont entrevu le maintien. Ils doivent finir le boulot face à Saint-Etienne la semaine dernière à domicile de l'Aune. Ils prennent 2-0. Et puis derrière, ils se mettent dans cette situation presque tout seuls. Donc ils n'ont pas fait le job au bon moment. Et donc, ce qui fait que là, ça devrait être une énorme fête. Ça devrait être le Stade de France. Et je pense que les supporters, j'en connais beaucoup, des supporters, et moi, je les salue. Ils l'ont vu venir. Ils l'ont vu venir il y a quelques semaines. Ils sentaient le copain de France Bleu, ici Champagne, voilà, Alex Audabran, qui est un grand copain. Pareil, hein, il n'arrêtait pas de me dire, ça sent mauvais notre histoire, mais ça sent très mauvais. Il le voit arriver. Hein. Pardon de t'avoir. Non, mais il le sentait, cette situation. On va finir par la gâcher, cette saison. Elle est belle. Il y a une fête au Stade de France. Et en fait,
il y a des choix qui n'ont pas été les bons. Luc Elsner, ils s'en sont débarrassés peut-être un peu trop vite. Il avait fait même un match nul au Parc qui était plutôt louable. D'ailleurs, c'est l'équipe qui reste sur 3 matchs nuls face au Paris Saint-Germain. Ils accrochent tout le temps. Voilà, c'est une équipe solide défensivement qui sait défendre. Donc ça, c'est l'inquiétude pour le Paris Saint-Germain. Mais pour Reims, je ne sais pas s'il faut se focaliser sur le rester en Ligue 1 ou jouer cette finale. Oui, Marc. Ouais, non mais je rejoins complètement Arnaud. Il y a une série d'erreurs qui ont été faites. Alors erreur. Je pensais au mercato où tu laisses partir Agbadou et Marshall Mounetsi Marshall Mounetsi, c'était le capitaine un peu déchu que Luca Elsner avait pas voulu nommer. Et il l'avait mal pris d'ailleurs. Tu fais un choix, tu fais le choix de l'argent qui s'entend dans une période d'incertitude financière avec les droits télé et tu gagnes 45 millions d'euros, mais tu laisses partir 2 éléments importants. Je pense qu'au mois d'avril, ils ont pensé qu'ils allaient sauver parce qu'à un moment donné, ils enchaînent 3 victoires d'affilée. Ouais. Puis après, ils reprennent 3 défaites de suite. Donc, moi, j'espère qu'ils vont se maintenir parce que c'est un club, c'est un bon club de Ligue 1. C'est un club qui recrute bien, qui travaille pas trop mal, même si cette année, je trouve qu'ils n'ont pas hyper bien géré certains moments, certainement contraints par les questions financières, mais j'espère pour eux qu'ils vont se maintenir. Mais est-ce qu'il n'y a pas de danger là du côté du Paris Saint-Germain? Parce que même nous, tu vois, on est en train de se poser la question, savoir si on n'aura pas une équipe faible face à nous. Ouais, mais... Est-ce qu'il n'y a pas de danger là-dessus? Je crois non, pas. mais Faut en fait, le PSG, il joue contre lui-même en fait cette finale de Coupe de France. C'est-à-dire qu'ils ont une finale de Ligue des Champions à préparer. Il y a aucune chance qu'ils prennent ce match par-dessus la jambe. C'est interdit. C'est-à-dire que 7 jours plus tard, tu es à Munich, quoi. Donc pour eux, c'est vraiment répétition générale, sérieux absolu. S'il faut leur en mettre 14, on leur en met 14 et puis c'est tout, quoi. Franchement, il y a pas de... faut faire le plein de confiance, faut faire le plein d'énergie et il n'y a pas d'autre enjeu, quoi. Ça veut dire qu'on arrive lancé finalement, Arnaud, sur cette rencontre et pas de sentiment. Voilà. Oui, puis Luis Enrique va sûrement mettre un petit peu de rotation dans cette finale. C'est-à-dire Tu crois, toi? Safonov devrait être dans les buts, peut-être un Gonzalo Ramos devant, un Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain. Je pense qu'il va... Je crois pas, moi. Et je pense qu'à l'heure de jeu, il fera rentrer les cadors et les titulaires. Mais je pense qu'il va y avoir un petit peu de rotation, en tout cas sur la première mi-temps de cette finale de Coupe de France. Moi, je vois le Merci de contraire. me lancer le débat, Arnaud. Moi, je je vois laisse le partir ouais. Marc là-dessus. Je pense que ce sera le contraire. Parce que... Je pense qu'il remet encore, à Ouais, part Safonov peut-être, parce que qui a en été fait, le monsieur Coupe de France. c'est très clair en fait la manière dont il fonctionne. Il a besoin que son 11 titulaire ait du rythme. Imaginez que Ousmane Dembélé joue que 30 minutes en 2 semaines. Ça fait pas beaucoup en fait en termes de rythme. Alors ça le repose, c'est bien et tout. Mais est-ce que du coup il aura 90 minutes la semaine d'après dans les jambes? Parce que en fait ces 30 minutes, ça va le mettre dans un faux rythme. Donc je pense qu'en fait il faut pas trop l'équipe a une tête près qui aura, et peut-être Safonov, là je rejoins Arnaud, mais l'équipe qui sera là contre Reims sera l'équipe de la finale de la Ligue des Champions parce que en fait il a besoin de les maintenir en rythme, c'est tout. Alex. Et surtout que j'ajoute qu'il a envoyé les poussins à Montpellier, là. Il a envoyé les U12, là. Donc en fait, t'en as 8 qui n'avaient pas joué pendant 2 semaines. Et qu'en fait, justement, je pense que dans la planification de la préparation de ce match de Ligue des Champions, il a dit ok, je vous laisse vous reposer pendant une semaine, mais derrière vous allez enchaîner parce qu'il faut du rythme. Il faut garder le rythme. Après, de toute façon, moi, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un débat qu'on avait tout à l'heure. Dans tous les cas, il gère tellement bien ça Bien sûr. que peu importe ce qu'il fait, j'allais dire, ce sera le bon choix, quoi. Il sait, il connaît. Arnaud Je pense est qu'il a. dubitatif sur vos arguments. Je le vois faire la moue, se dire que. Bon, je pense qu'il va vraiment en profiter pour essayer de concerner tout le monde. Je ne sais pas s'il y a une semaine de la Ligue des Champions, est-ce qu'il va risquer une blessure en finale de Coupe de France au Stade de France? Rappelez-vous Saint-Etienne, ouais. PSG avec Mbappé qui vole dans les airs et qui se fait la cheville. Oui, mais je pense qu'il y a une différence entre concerner tout le monde et faire un gros turnover dès le début du match. C'est-à-dire qu'en fait, tu as 5 changements quand même dans un match. Tu peux très bien imaginer, si le scénario est favorable, changer 5 joueurs à la 60e minute, par exemple, ou changer 5 joueurs à la 70e, donner quand même 20-30 minutes à des remplaçants qui seront susceptibles de rentrer en jeu, d'avoir un rôle en Ligue des Champions. Et voilà, mais c'est clair que moi, je suis d'accord avec Marc, c'est-à-dire qu'à une semaine d'une salle de Ligue des Champions, tu joues pas avec tes automatismes, tu joues pas avec tes habitudes et tu joues pas avec tes titulaires. Pour moi, à part Safonov, le poste de gardien qui est compliqué, surtout sur la Coupe de France, c'est un peu la tradition d'avoir le deuxième gardien. Mais... Après tic, voilà, tac, Tac, bien qui sûr. est jamais très très Je loin. voulais dire qu'il y avait un danger quand même côté rémois. C'est Gabriel Moscardo quand même. Faut pas.
J'ai essayé de tenir le sérieux. J'étais en train de me dire vers quel joueur il Waouh. part et tout. Eh ben, Gabriel Moscardo. Gabriel Moscardo, Voilà, je cas sais même pas intéressant. Je ne sais même pas s'il peut jouer. Il peut jouer le match. Ah oui, il faut qu'on se renseigne Ouais. pour savoir s'il a le droit de jouer cette finale de Coupe de France. Est-ce Ouais. qu'ils lui ont laissé l'autorisation d'affronter le PSG? C'est quand même le grand mystère, ce joueur. C'est-à-dire que il fait un championnat du monde U20 assez extraordinaire, où il est élu, je crois, homme du tournoi. Ouais. Et là, en Ligue 1, t'es mort de rire. Je suis mort de rire parce que moi, quand il a signé, on m'avait dit c'est pas ouf. Hein. Ah ouais? Pourtant, t'avais déjà C'est pas annoncé. ouf, hein, mais après, bon, voilà, peut-être qu'on peut se tromper. Hein. Ah oui. Mais les personnes vers qui je me tourne en général, ouais, quand je lui dis Joao Neves, ils me disent enfin, PSG, ils vont chercher un joueur de top qualité, quoi. Ou je dis Kvara, tu discutes de Après, Kvara. mais Enfin, après- PSG, ils vont vers ce genre de joueur-là, quoi. Après, quand tu vas chercher des mecs au Brésil, c'est toujours pile ou face, moi je trouve. Hein. Franchement, tu vois, même quand le Real Madrid sont allés chercher Hendrick, la saison qui sort, c'est pas, tu vois. Ouais. C'est des mecs qui peuvent mettre beaucoup de temps à s'adapter aussi à la France. C'est des mecs qui peuvent mettre Bah, beaucoup de temps à en fait, s'adapter au football européen. Pour moi, tu as un juge de paix, c'est combien de clubs du niveau du Paris Saint-Germain sont sur Gabriel Moscardo à ce moment-là, en fait. Je crois qu'il n'y en avait pas beaucoup. En tout cas, Beraldo et Moscardo, c'est pas non plus, c'est pas Pompelop. Hein. On n'a pas non plus. Voilà, il y en a un qui est à Reims et qui a pas beaucoup joué à Reims, et puis on a notre Lucas Ouais, Beraldo c'est qui fait pas non plus des étincelles, qui est pas mauvais, qui est dans la rotation et qui voilà, mais bon, c'est un joueur de rotation. Il vaut ce qu'il vaut. Voilà, c'est ça. Bah, il nous a coûté. Alors le problème avec le PSG, c'est il vaut ce qu'il vaut. Bah oui, si on met la note en face, les 35 millions que Moi, t'as c'est ça, claqués. moi, le bémol du mercato, c'est que quand tu prends des joueurs de rotation à 20 millions, ça fait cher. Quoi. Bah oui, bon, ça c'est après. Après 20 millions dans le marché aujourd'hui, c'est tellement rien. Oui, pour le PSG, c'est quoi? Le football, il a changé, Ouais, le Bruno. football, il a changé. On l'embrasse. Celui qui a sorti cette phrase. Les amis, très rapidement pour terminer cette émission, il nous reste 5 grosses minutes. On parle de l'organisation de la Ligue des Champions. La finale, c'est la semaine prochaine. Bien évidemment, le 31 mai à vivre sur ici Paris-Île-de-France. Pour ceux qui n'ont pas de billets, pour ceux qui ne vont pas faire le déplacement, même s'ils n'ont pas de billets, du côté de Munich. D'ailleurs, voilà, je crois que dans ce studio, on y va tous. Arnaud aussi, pareil, Tout à fait. il se secoue la tête. Tout à fait. Et Tic et Tac ont aussi leur billet. Eux, c'est des tickets, ça va aller envoyer, ça va aller chanter dans les tribunes. Finale de Ligue des Champions, en cas de victoire, le Paris Saint-Germain réfléchit. Alors pour l'instant, au PSG, on a refusé de nous confirmer ou de nous infirmer l'information de nos confrères du Parisien qui est sortie hier. Samedi, le PSG se pose la question et essaie de tordre le bras des autorités pour un défilé sur les champs en cas de victoire finale face à l'Inter Milan. Est-ce que vous seriez favorable au vu des images qu'on a pu voir après la demi-finale où ça a pas mal dérapé avec des casseurs qui se sont mêlés aux supporters? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de la part du PSG ou est-ce que le PSG devrait faire sa petite fête dans son coin comme il fait d'habitude? Oula, j'ai Alexandre qui est très énervé. Non mais, pardon, je vais pas taper, mais est-ce que vous vous rendez compte quand même à quel point on en est de se dire est-ce que le PSG doit éventuellement célébrer publiquement un titre le plus important de son histoire? Pour moi, en fait, je suis à la fois énervé contre le fait qu'on puisse se poser la question et puis en fait les raisons pour lesquelles on se pose la question, c'est-à-dire qu'en fait on peut pas faire la fête à Paris, en France en général, sans que ça se dérape complètement. Moi j'étais là, j'étais à la célébration du titre, la première en 2013, j'étais place du Trocadéro. En fait, c'est ça le point de départ de toute cette question. C'est-à-dire qu'en fait, je m'excuse par avance, Bruno, je mettrai 1 euro dans la boîte à gros mots. C'est parti en couille au bout de 2 minutes, quoi. C'est-à-dire qu'on a attendu pendant 2h30 que les mecs arrivent sur la place du Trocadéro, le temps que le bus traverse tout Paris, etc. C'était quand même une belle fête parce que sur tout le parcours du bus, tu avais tous les gens qui étaient hyper heureux que le titre soit gagné, qui saluaient les joueurs, etc. Tu avais un peu ce côté bus impérial, parade dans Paris, etc. Ils sont arrivés au Trocadéro, 2 minutes après, on prenait du gaz dans la gueule parce que c'est parti en sucette. Donc en fait, je crois que. Ça sera plusieurs euros, hein, je le dis. Voilà, pardon, je paierai un café des gros mots. Donc en fait, je crois que est-ce que quand la France a gagné la Coupe du Monde, il y a eu des débordements particuliers En 1998, il y a eu 2 voitures folles et je rappelle 150 blessés et 2 morts dans le défilé. Et en 2018, moi je me souviens pas de. Non, voilà. Ça s'est bien passé. Donc en fait, je crois que il faut aussi. Je crois, au lieu de sans cesse réprimer, interdire et gâcher les fêtes,
faire confiance un peu aux gens, dire voilà, on fait ça, on encadre, on met les moyens qu'il faut pour sécuriser, on met les moyens qu'il faut pour encadrer, mais on laisse kiffer un peu les gens. Si on se retrouve encore une fois avec une célébration au Parc des Princes, avec des places à 20 € au parc pour les 40 000 personnes chanceux qui vont pouvoir aller célébrer, on va se retrouver avec une fête aseptisée, on va voir les mecs de loin à 50 mètres avec des jumelles soulever le trophée, il n'y aura pas de communion populaire, il n'y aura pas de vraie fête, quoi. Ça fait quand même 12 ans qu'il n'y a pas eu une fête publique dans Paris avec le PSG. C'est dommage. Là, si le PSG gagne avec des champions, faut cramer Paris. Voilà, faut cramer la Non, capitale. non, oh, Voilà. attention, On crame tout. attention. Non, mais Non, je mais rigole mais évidemment, oui, mais, mais bien évidemment. il faut se lâcher, quoi. Il faut se lâcher. Il faut arrêter d'être toujours sur le recul frein, toujours penser au pire et célébrer un peu les grandes victoires, quoi. Partout, Madrid, Munich, quand ça gagne une Ligue des Champions, Arnaud, Même un titre, on voit des scènes de fêtes extraordinaires. Et nous, effectivement, du côté de Paris, on n'a pas le droit à ça parce que on a un préfet de police qui est buté, qui ne veut pas bouger, et ils ont changé et ils ont la même politique. Une mairie de Paris, en plus, qui maintenant ne veut plus discuter avec le Paris Saint-Germain. Bref, ça sent pas bon quand même. Mais toi, tu la veux la fête ou tu te dis que c'est pas une bonne idée? Il faut habituer la ville à gagner. Ouais, bah, c'est très bien, Madrid, j'aime ça. Madrid est habitué à gagner, donc la Plaza de los Cibeles, elle vit ça tous les ans, donc les installations se mettent en place, la ville célèbre les titres, les copas. Enfin, cette année, c'est un peu plus compliqué, mais Ils ont rien à fêter. mais en fait, c'est une habitude qui arrive. Alors là, c'est vrai que la date du 31 mai, enfin les célébrations, ce serait le 1er juin. C'est le tournoi de Roland-Garros. Le Parc des Princes est juste à côté. Donc pour la préfecture de police s'inquiète parce qu'il y a 200 000 personnes par jour à Roland. Si on en rajoute 50 000 ou 45 000 au Parc des Princes, ça fait une zone sensible à sécuriser. Mais bien sûr que le 1er juin, il faudra trouver un moyen de célébrer ce titre. Je pense que dans la nuit du 31, les supporters vont trouver des moyens. Mais il faudra que ce trophée soit présenté au public qui attendent que ça. Moi, j'étais jeune journaliste en 2013 sur cet escabeau là en face du Trocadéro. Ça reste un souvenir. Avec les mecs qui montaient sur les échafaudages. Franchement, ça reste un souvenir terrible parce que la fête était complètement gâchée. Bah, Et c'est vrai qu'on sortait aussi d'une guerre de supporters. Oui. Voilà, Ah c'était bah oui. c'était une autre époque, j'ai presque envie de dire. Mais On sortait du plan Le Prou, les Voilà. Qataris venaient d'arriver. Enfin, il y avait plein de tensions autour de tout ça. et ce qui fait que tout le monde se retrouvait au Trocadéro et ça avait fait une zone sensible. Marc, par rapport à cela, il y a quand même des images, on va pas se le cacher, la demi-finale, fin de la rencontre, même pendant la rencontre, il y a eu des incidents, il y a eu des événements, et ça ne prête pas, je pense, des autorités à se dire oui au PSG, de dire allez-y, faites la fête dans les rues de Paris et prenez les Champs-Élysées, si jamais, je le rappelle, ça gagne. Après, la réalité, c'est quoi? C'est qu'on le PSG a demandé un espace où travaille pour que ça soit un espace, une zone précise dans Paris, et donc que cette zone précise soit totalement sécurisée. On a fait des événements ces dernières années en France, même une finale de Ligue des Champions qui s'est pas bien passée. Enfin, si en gros on anticipe un peu, je crois qu'en France, on sait faire et organiser des événements ou des célébrations qui se passent globalement très bien. Là, ce que tu décrivais sur l'après-Arsenal, bah, c'est des célébrations un peu sporadiques comme ça qui naissent dans Paris et ouais, qui dégénèrent, mais je veux dire, qui peut y faire quelque chose en fait? Ah bah À là, part bien, à part bien se comporter. ça fait juste plaisir à ceux qui détestent le PSG en disant bah voyez hein, vous savez pas capable de vous tenir. C'est ce que j'ai entendu vendredi dernier chez des amis. T'es là mais c'est pas possible. Ce ne sont pas des supporters, c'est des casseurs, c'est des gens qui veulent juste foutre le feu. Mais en journée on peut faire quelque chose quand même. Et on va terminer là-dessus. Évidemment, Alexandre. Marc a évidemment raison. Il y a une différence, il y a un monde entre une célébration spontanée sur les Champs-Élysées où tu as effectivement un mec qui se retrouve à rouler sur des gens et tu banalises une zone où tu as un vrai cadran de sécurité, un vrai cordon de sécurité, etc. Mais c'est vrai que même globalement, je pense qu'on a aussi tout intérêt à ce que ça se passe bien parce que moi, quand je vois encore ce week-end les images à Lisbonne, quand le Sporting a gagné le titre, les images du Barça qui célèbre son titre, qui célèbre ses trophées en pleine rue avec les gens qui sont... Parce que j'imagine que si le PSG descend les Champs-Élysées, ça va être comme en 2018, c'est-à-dire la barrière 50 mètres plus loin et puis les gens derrière la barrière, alors que non, le bus qui fend la ville, Liverpool pareil, le bus qui fend la ville. En fait, on a besoin... Et en fait, le fait que le PSG ne fête pas tous les ans ses trophées aussi en ville, ça alimente toujours ce truc de ah mais si on le refait, ça va se passer mal. Non, on a besoin de ce truc de lâcher prise, quoi, de lâcher prise, de célébrer, d'avoir un vrai moment de communion avec les gens et que ça se passe bien pour que justement ça puisse donner confiance pour recommencer. Je suis complètement d'accord. Et après, ce qui est intéressant, c'est que le 1er juin, c'était un dimanche.
Et du coup, ça veut. Enfin, ce qu'il faudra faire attention, c'est que 1er juin, c'est un dimanche. Si ça se fait en journée, ça veut dire il y aura beaucoup de familles. Donc, on sera quand même. Enfin, je pense qu'il est préférable aussi de le faire ça plus que le soir. Comme ça, il y a des familles. Il n'y a peut-être pas eu d'alcool avant. Parce que c'est aussi ça aussi qui fait dégénérer le truc. Souvent qu'on a un peu festoyé. On est pris dans un tourbillon. Dans un tourbillon avec quelques degrés d'alcool, quoi. Et si c'est fait à 15h un dimanche après-midi, je pense que tu minimises des risques aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut le souhaiter. Après, il y a un match bien évidemment à jouer, mais il faut le souhaiter que la préfecture. C'est vrai, on en parle comme si c'était fait. Mais non, mais c'est bien. Non, mais il faut en parler parce que, je vais te dire un truc. Moi, c'est quelque chose qui me frustre depuis le début. Et en fait, quand j'entends les Anglais venir te dire, ouais, ton club, c'est un plastic club. Non, en fait, en gros, tu sais pourquoi ? Parce que tu ne vois pas ces images-là. Mais bien évidemment, il y a une popularité en Ile-de-France. Tu sais quoi ? Le nombre d'écrans géants qui sont en train d'être... Là, c'est dingue. On reçoit... Là, pour l'Île-de-France, la moitié des communes de l'Île-de-France sont en train d'organiser des événements autour du Paris Saint-Germain. Ce club fédère. Et en fait, tout le monde veut se dire non, c'est pas vrai. Regarde, ils sont dans leur stade. Mais effectivement, moi, je suis persuadé que si tu fais quelque chose sur les champs ou même sur le champ de Mars, vas-y, mets-toi la Tour Eiffel au fond et mets-toi le champ de Mars et tu sécurises le champ de Mars. On sait le faire. Ce PSG-là doit aussi démontrer au monde du football que ce n'est pas qu'un club fake et qu'il y a une vraie famille et une vraie communauté derrière tout ça. Et les supporters sont là. Les amis, il est temps d'arrêter là-dessus parce que d'abord la Coupe de France, bien évidemment, c'est samedi. Mais ça, ce sera un autre match. Et puis après, dans 12 dodo, je vous le rappelle, la finale de la Ligue des Champions. Voilà, 100% PSG, la tribune, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Arnaud Matteoli d'être venu de France Télévisions. Si vous voulez retrouver dans Stade 2 l'entretien avec Achraf Hakimi d'Arnaud, eh bien c'était hier et c'est à revoir sur les plateformes de France Télé. Marc Méchénois, merci mon barbu. À très vite, bien évidemment. Je te donnerai l'adresse d'un barbier. Tu vas voir très bien, ça t'aura rendez-vous. T'inquiète pas. Ok, très bien. Et on dit au revoir aussi à Alexandre Aflalo. À la semaine prochaine. Oui, sans doute. Ouais, j'ai cru comprendre qu'il était chaud sur l'Inter Milan. On va le sélectionner d'entrée. Les amis, merci à toutes et à tous. Merci à Paul qui a réalisé ce podcast. Lui, le supporter du TFC. J'ai vu une gourde qui traînait quelque part sur la table de réalisation. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, les étoiles, les petits pouces, les commentaires pour nous dire un petit peu ce que vous avez pensé de ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine, j'espère, avec une Coupe de France et on parlera de la Ligue des Champions. Car oui, je vous le rappelle, le Paris Saint-Germain est qualifié en finale de Ligue des Champions. Ciao, bye bye.